votre podcast avec Bitdefender. Protégez votre vie numérique avec Bitdefender, la solution européenne de confiance et partenaire officiel exclusif de Ferrari en cybersécurité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Undercut. Avant le Grand Prix d'Autriche, on disait Charles Leclerc perdu, miné par ses accidents, ses pannes et son manque de résultats. À Barcelone, le Monégasque avait même parlé de honte, mais tout va vite en F1, très vite même, et après un mois de juin horrible, Charles Leclerc a retrouvé des couleurs et la joie de la première place. Victoire à Silverstone devant George Russell et Lewis Hamilton au terme d'une fin de course sous safety car, mais surtout très étrange, on va en parler. En tout cas, Charles Leclerc monte sur la première marche du podium, lui qui n'avait plus gagné depuis 2 ans. Ses meilleurs résultats cette saison, une 3e place en Australie et au Japon. Alors comment a-t-il retrouvé le succès? Que peut-il espérer pour la suite? Allons-nous vraiment assister à un duel Ferrari-Mercedes pour le reste de la saison? Pour en débattre aujourd'hui, Maxime Mallet. Bonjour Maxime. Salut. Et David Chou qui revient de Silverstone. Salut David. Salut là. Allez, c'est parti pour Undercut. Une fin de course très particulière dimanche à Silverstone. Au 48e tour, Charles Leclerc est en tête. Et puis, sortie de piste de Max Verstappen, bloqué dans les graviers et contraint à l'abandon. Entrée donc de la safety car qui aurait dû laisser un vrai dernier tour de piste au pilote. Mais la safety car n'a jamais disparu. Erreur d'affichage, bug logiciel, problème technique, c'est justifié la FIA. Et donc, le GP de Silverstone s'est terminé comme ça, avec des monoplaces sagement rangées les unes derrière les autres, Leclerc en tête. Alors pour commencer, messieurs, comment vous avez vécu cette fin de course? Moi, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Il y avait énormément de craintes avant ce Grand Prix, notamment des pilotes eux-mêmes qui s'attendaient à s'ennuyer parce que la prépondérance de la recharge électrique allait tout gâcher. Et puis finalement, elle n'a pas du tout été linéaire. Alors, il y a eu des rebondissements. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de piment. On s'est un peu ennuyé au milieu, on va dire. Mais la fin a été surprenante. Il y a eu plein de choses qui ont concerné plein de pilotes et plein d'écuries qui font que, pour moi, c'était un très bon Grand Prix. On ne pouvait pas ne pas penser à Abu Dhabi 2021 en voyant cette fin de course derrière la voiture de sécurité, puisque c'était exactement le même scénario. Alors cette fois, c'est Max Verstappen qui est dans le rôle de l'accidenté et pas du pilote qui en profite. Mais c'est vrai qu'en fait, la procédure qu'on a vue, tout le monde a été surpris par ce bug d'affichage, mais la procédure qu'on a vue se dérouler, c'est la procédure normale de la voiture de sécurité, c'est-à-dire que une fois qu'on a permis à ces pilotes qui ont un tour de retard de revenir dans le tour, on doit attendre encore un tour avant de relancer la course. Et donc à Abu Dhabi, ce qui avait fait scandale, c'est que Michael Masi, qui était le directeur de course, avait supprimé ce tour supplémentaire et avait relancé la course directe pour faire un dernier tour sous drapeau vert, qui avait vu donc Max Verstappen dépasser Lewis Hamilton et décrocher son premier titre. Donc c'est vrai que ça a forcément rappelé ce moment-là, et ça a montré aussi pourquoi en 2021, Lewis Hamilton, on lui avait reproché de ne pas être rentré au stand pour changer de pneus. Et justement, cette année, au moment où se déclenche la voiture, Lewis Hamilton, il rentre au stand et il perd une place. Et comme la course n'est jamais relancée, il ne peut pas la récupérer. Et donc, c'est exactement la possibilité de cette configuration, de ce scénario-là, qui en 2021 faisait qu'il ne pouvait pas s'arrêter au stand. Donc, c'est vrai que c'était assez marrant qu'avec des protagonistes dans des rôles complètement différents, d'avoir un lieu complètement différent, des enjeux différents aussi, on ait un scénario de fin de course qui nous rappelle un des moments, sans doute le moment le plus fort des 10-15 dernières années de F1. Mais est-ce que ce bug d'affichage, ça fait pas un peu amateur quand même? Ah bah oui, complètement. Après, c'est pas le premier. On a eu le bug des stands à Monaco aussi. Donc pour rappel, où la ligne droite avait été un peu changée, la ligne des stands avait été un peu changée par rapport à l'an dernier parce qu'on a une écurie de plus, et donc le ratio distance parcourue dans les stands créait un bug dans le calcul des vitesses et avait provoqué 5-6 pénalités donc, pour excès de vitesse, alors que les voitures n'étaient pas en excès de vitesse physiquement, donc c'était un peu incompréhensible. Ça a abouti à ce résultat complètement bizarre, et puis à la réintégration après coup de Pierre Gasly sur le podium. Donc voilà, on n'est pas au premier épisode cette année où on a des petits soubresauts et on se demande mais
Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais les conséquences sont quand même restées limitées parce que finalement, il aurait simplement pu y avoir Hamilton qui reprend Russell et les pilotes s'en sont même pas plaints à l'arrivée parce que de toute façon, ils l'ont pas su eux-mêmes. Oui, les pilotes, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce sujet ? Ils n'étaient pas agacés ? Non. Pour eux, ça faisait partie de la course. Ils se sont même pas rendus compte. En fait, ils étaient derrière. Ils se demandaient quand ils allaient être libérés, mais voilà, ils attendaient. Pour en revenir à Charles Leclerc, vous l'avez entendu à la radio, puis David, toi tu l'as vu sur le podium et en conférence de presse. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son émotion après sa victoire ? C'était vraiment un grand soulagement. Grand soulagement, du bonheur, mais surtout, il était arrivé avec tellement de doutes, tellement de pression, que pour lui, ça a été d'abord une surprise de gagner. Il s'y attendait pas du tout. Ferrari ne s'y attendait pas du tout. Et ça le relance complètement. Il avait vraiment besoin de gagner. Et voilà, il a vraiment parlé de ce qui pesait sur lui, des attentes qu'il n'arrivait pas à satisfaire. Et c'est pour ça que cette victoire, à mon avis, va compter pour lui cette saison. Qu'est-ce que vous pensez de sa course plus globalement ? Donc il était parti 2e sur la grille derrière Kimi Antonelli. Comme souvent, ce petit avantage que les Ferrari peuvent avoir au départ, on l'a vu depuis le début de saison, c'est pas toujours aussi marqué, mais là ça l'a été, donc avec le petit turbo qui permet d'avoir beaucoup plus de gaz au moment du départ, mais qui peut créer des problèmes dans d'autres configurations. Ça leur permet de partir en tête, et c'est vrai que même s'il y a ces histoires de batterie qui peuvent faire des effets yo-yo et des moments où il est facile de dépasser, la position en piste, elle peut compter. Après, il l'a reconnu lui-même, il a quand même bénéficié d'un fait de course avec la casse de Kimi Antonelli, qui était encore une fois le plus rapide en piste et qui n'a pas pu marquer les points relatifs à sa performance. Donc voilà, c'est une course solide, un soulagement, que vraiment, je pense que c'est le mot. On a entendu l'échange avec son ingénieur où les deux se sont dit, la phrase en anglais, les temps passent, seuls les gens durs au mal, on va dire, restent. On sent que c'est quelque chose qui s'était répété avant, que ça faisait quelques temps que ça devait se dire un peu ça pour essayer de garder la motivation. Donc c'est bien que dans ce contexte-là, ils aient réussi à pas faire d'erreur, notamment Charles Leclerc qu'on avait vu faire quelques petites boulettes lui-même. Donc je pense que cette capacité à avoir fait quelque chose de très propre va et peut-être l'aspect le plus important encore, même que la performance pure. Tu parlais du départ, Maxime, c'est un vrai atout de Ferrari cette saison ? Oui, Maxime l'a dit, ouais, ce petit turbo leur donne un avantage. Alors, moins qu'en tout début de saison, là, ils arrivaient vraiment à faire un gap dès le début. Ça s'est un peu atténué, les autres ont sans doute progressé. Mais oui, c'est une carte intéressante à jouer pour Ferrari à chaque fois. C'est quelque chose qu'ils ont vraiment, dès qu'il y a eu la réglementation, c'est une chose qu'ils ont, c'était un choix clair, une orientation vraiment de technique que l'équipe a prise. Et d'ailleurs, on a vu quand il y avait eu Mercedes qui s'étant rendu compte qu'ils allaient être en difficulté sur les départs, avait fait un peu changer la procédure. Ferrari a essayé de tenir bon parce que ça a été quelque chose vraiment décidé très tôt dans le développement et maintenant, quand on a décidé quelque chose aussi dans le développement, qu'on a investi autant de temps et d'argent dedans, on a envie d'en profiter et là ils en profitent quand même pleinement. Et est-ce que le contexte particulier de la fin de course gâche un peu la victoire de Charles Leclerc ? Non. Pour lui, en tout cas, absolument pas. Il la lui fallait. Même si elle était moche, encore plus moche que ça, il l'aurait prise. Donc, non. Lui, il restait sur 2 abandons. L'écart s'était vraiment creusé. Il n'arrivait plus à faire le match avec Hamilton. Il avait énormément besoin de se remettre dans le match. Donc, pour lui, c'est magnifique. Pendant ce temps-là, Lewis Hamilton a terminé 3e, mais c'est une déception pour le Britannique ? Ouais, il était dégoûté à la fin, lui, carrément. Hein. Il visait une 10e victoire. Il est déjà recordman, mais il aurait encore plus marqué l'histoire. Devant son public, c'est une icône, il y avait la ferveur, il en parlait tout le temps de ses tribunes, des gens qui l'encourageaient. Il avait été bon en sprint, bon en qualif du sprint aussi, il avait eu la pole, donc plus les séances avançaient, plus il avait des raisons d'y croire, alors qu'il était arrivé avec des attentes extrêmement basses. Donc voilà, dégoûté aussi de son faux départ, un petit peu bête. C'est lui-même qui a ripé avec sa main. Donc lui, il s'attendait à beaucoup mieux, ouais. 1er et 3e, c'est quand même un bon week-end pour Ferrari. Pourtant, la Scuderia s'attendait à souffrir sur ce circuit. Déjà, pourquoi ça n'a pas finalement été le cas ? Mais ça s'attendait à souffrir parce que on est toujours sur ces histoires de
gestion de l'énergie, déploiement, clipping, super clipping, tous ces termes que vous entendez depuis le début de la saison autour de la régénération d'énergie, du moteur thermique qui redonne de l'énergie à la batterie qui ensuite peut activer le moteur électrique, etc. Donc normalement sur un circuit comme ça où ils avaient calculé que du virage 5 au virage 15 quasiment ça pouvait se passer à fond parce que justement la voiture allait régénérer dans les parties où normalement Macotte, Beckett, Chapelle voilà cet enchaînement de virages où d'habitude on est à la limite et là la régénération allait faire que la voiture allait ralentir d'elle-même. Et donc on se disait que dans ce contexte-là et sur cette force-là, c'était Mercedes qui allait avoir l'avantage. Et puis non, mais après c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, Ferrari. Je crois que c'était à Monaco aussi où ils nous disaient non, on va arriver, on sera nulle part. Et puis ça se bat pour la pole, ça se bat en tête. Donc je sais pas, il y a ça, il y a Lewis Hamilton aussi qui est pas forcément fan du simulateur. Donc il y a peut-être une question qui se pose chez Ferrari en termes de simulation de course en amont. Est-ce que tout est carré ou est-ce qu'il y a des petites pétouilles qui font que des fois il y a des trucs qui leur échappent et qui nous annoncent parce que là ils nous annonçaient 5-8 dixièmes de retard au tour. Enfin on est sur des écarts qui sont énormes. Donc je ne sais pas s'il y a un petit problème à ce niveau-là pour nos amis chez Ferrari. On peut toujours se dire aussi qu'ils faisaient exprès de minimiser aussi les attentes, mais pour le coup, il y avait la profonde conviction qu'ils allaient prendre cher, en fait. C'est-à-dire que dès le lendemain de l'Autriche, ils s'étaient mis dans l'état d'esprit de prendre 8 dixièmes au tour. Dans les briefings d'équipe, c'est réellement ce qui se disait. Donc quelque part, il y a un peu de magie là-dedans, parce que eux-mêmes n'avaient vraiment pas l'intention d'aller aussi vite, et les ingénieurs de Ferrari sont allés voir Hamilton, qui a énormément brillé, énormément gagné sur ce circuit, pour lui demander comment tu as fait pour gagner à chaque fois, comment tu es arrivé à être fort. Donc ils voulaient essayer de comprendre et de se préparer au mieux pour aller vite. Il y a aussi eu des fois où on pensait qu'ils seraient présents parce que ça devait jouer sur leur force et où la course est venue et ils ont disparu. Donc c'est vrai que c'est un peu un mystère, même si on est sur une première année d'une nouvelle réglementation. Donc forcément, toutes les équipes ont des petits problèmes à droite, à gauche, des choses à régler, à apprendre sur la voiture. Donc c'est vrai que c'est pas aussi simple et linéaire que quand on est 2-3 ans dans une réglementation. On va maintenant revenir plus globalement sur la saison de Charles Leclerc, qui n'a pas toujours été simple, même si ça a commencé par 2 troisièmes places en mars en Australie et au Japon, mais ensuite tout s'est compliqué avec le summum au mois de juin, abandon chez lui à Monaco, suivi d'une 15e place à Barcelone pendant que son coéquipier Hamilton était en train de briller. Alors comment il a vécu cette période ? On a su après sa victoire qu'il vivait pas très bien, parce que il a avoué que ça le marquait, que c'était difficile à encaisser, qu'il avait même coupé son téléphone, qu'il avait essayé de se recentrer sur lui-même parce qu'il avait l'impression d'être remis en cause très profondément sur son talent de pilote. Et donc, il faisait face à des interrogations qui étaient assez brutales. Les questions commençaient à porter sur... allez-vous devenir l'équipier d'Hamilton ? Allez-vous désormais être plus l'outil de stratégie de Ferrari pour l'aider à gagner ? Et l'équipe va-t-elle faire des choix pour faire gagner Hamilton ? Donc il commençait à être sorti de l'équation de la performance de Ferrari. Et ça, je pense que c'est le plus difficile à encaisser pour un pilote. Il y faisait face d'ailleurs avec... il était assez fort quand même parce qu'il perdait papier dans ses réponses. Mais, oui, il est resté assez classe. Ouais, voilà, il restait assez classe. Mais c'était difficile, c'est sûr. Et comment expliquer ces difficultés des derniers mois, Maxime ? Ça, c'est la question. Parce que c'est vrai que la comparaison avec Hamilton est compliquée. Ouais, puis la comparaison avec l'an dernier où on se disait c'est Hamilton qui est un peu en perte de vitesse, c'est l'âge, je ne sais pas, ou la difficulté d'une nouvelle équipe. Mais lui, il parlait de perte de sensation. Donc, qu'il n'arrivait pas à prendre la mesure sur le long terme de cette voiture qui avait beaucoup changé, qu'il lui fallait du temps pour s'adapter. Il a essayé de trouver des solutions en scalant un peu sur les réglages d'Hamilton. Il avait des problèmes avec les freins, donc il est aussi parti sur les freins qu'avait choisi Hamilton. Peut-être aussi que le fait que Hamilton commence à bien marcher, inconsciemment, ça a pesé sur lui parce qu'il s'est rendu compte que son équipier, c'était plus Carlos Sainz et que c'était Lewis Hamilton et que ça allait être difficile de faire le match. Donc il semblait perturbé.
égaré, mais en même temps, il se considérait pas si loin que ça, quoi. Il pensait qu'il avait les outils, mais qu'il fallait juste un clic. Il y a une de ses réponses de conférence de presse, moi, m'a marqué. J'avoue, je l'ai pas vu, je l'ai relu après, mais où il parle de cette période et où, en fait, on a l'impression que dans son esprit, ce n'était pas possible de se nourrir des critiques pour vouloir faire fermer des bouches, un peu, on va dire, ce qui est quand même un des moteurs les plus importants d'un certain Max Verstappen. Plus classique aussi de beaucoup de sportifs. Et de Lewis Hamilton aussi. Donc c'est vrai qu'on a eu peut-être un aperçu aussi dans ce qu'on peut lui reprocher en termes de qu'est-ce qui lui manque pour être vraiment un top pilote, vraiment champion, incontestablement un champion de demain, parce que bon, on en est quand même, il est chez Ferrari depuis 2019, il a gagné que 9 courses, entre guillemets, en 159 départs, donc en termes de pourcentage de victoire, on n'est pas mieux qu'un Barrichello, par exemple, qui était le second couteau de Schumacher. Alors, Ferrari gagnait beaucoup plus à l'époque que dans la période de Charles Leclerc, mais voilà, il y a forcément toutes ces questions-là qui se posent sur est-ce que au fil du temps, Ferrari n'y arrive pas, mais est-ce que Leclerc c'est vraiment le champion en puissance qu'on pensait qu'il était, et cette réponse-là, c'est vrai que je me suis dit non, enfin, ce serait bien des fois que on t'adore, Charles, t'es super sympa, t'es vraiment le gars avec qui on a envie d'aller boire un coup, de passer du temps, mais à un moment, peut-être que ça manque un peu de méchanceté et de vouloir dire à tout le monde, vous voyez, maintenant vous allez la fermer et vous allez me respecter. Donc je trouvais ça intéressant qu'il y ait cette réponse alors qu'il venait justement de regagner. Et donc voilà, donc c'est des émotions positives. Donc a priori il fonctionne plus aux émotions positives. Donc il y en a maintenant. Donc on va voir la suite avec en plus la Belgique qui arrive, qui est le tracé où il avait remporté son tout premier Grand Prix. Est-ce que cette victoire peut servir de déclic donc pour Charles Leclerc ? Lui, évidemment, l'espère. Et ce qui peut l'aider, c'est qu'il a trouvé un truc, dit-il, de concret. C'est-à-dire qu'il a regardé dans les données. Et même s'il ne veut pas l'expliquer de manière très précise, il trouve qu'il y a des trucs fins qui l'aident à mieux franchir les virages. Lui considère qu'il a vraiment trouvé quelque chose. Même s'il ne nous l'explique pas, c'est dans l'intuition, c'est dans le ressenti. Et le fait d'avoir retrouvé ça, c'est quelque chose sur lequel il peut s'appuyer, ouais. Après, ça peut être un déclic pour lui, mais il y a une variable qu'il ne maîtrise pas, c'est le niveau et la fiabilité de Mercedes. Donc, le pilote le plus rapide, quand même s'il ne marque pas beaucoup de points dernièrement, globalement, c'est Kimi Antonelli. S'il ne casse pas à Silverstone, c'est probablement lui qui gagne. Donc, il peut y avoir un déclic, il peut peut-être faire mieux que Lewis Hamilton. Est-ce que ça va vouloir dire enchaîner des victoires, ce qu'il a jamais fait depuis ses deux premières d'ailleurs en 2019 avec Belgique et Italie. Donc enchaîner des victoires, ce sera autre chose et ce sera peut-être pas entièrement entre ses mains. Depuis le début de la saison, 6 fois sur 9, il a été moins bien classé que Lewis Hamilton. Comment il l'a vécu ça, et est-ce qu'il s'est senti menacé par Lewis Hamilton ? Menacé, je pense pas. Il essayait de suivre un peu sa voie, donc c'était plus une manière de se dire que la voiture quand même fonctionnait. Le fait de voir que Hamilton arrivait à être performant, il le voyait pas comme un élément extrêmement négatif. Sa manière de voir les choses, c'était plutôt voilà, j'ai quand même une voiture qui est capable de gagner, donc ça c'est bien. Maintenant, est-ce qu'elle l'a boosté ? Oui, je pense. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a moyen, quoi. Après, il y a des choses qui, je pense, forcément, humainement, sont difficiles à gérer. C'est-à-dire que depuis qu'il était arrivé chez Ferrari, c'était un peu le fils favori de la Scuderia. Lui qui se revendique à 200% Scuderia, même voilà, qui dit si j'étais pas monégasque, j'aimerais être italien. Donc voilà. Et même face à Vettel, il avait très rapidement, dès sa première saison, pris un peu le dessus. Donc face à Sainz aussi, c'était lui il n'a pas toujours eu les meilleurs résultats par rapport à Sainz, mais c'était lui quand même, on sentait, qui était le pilote Ferrari. D'ailleurs, on l'a vu quand il a fallu en congédier un pour faire venir Hamilton, ça a été Sainz. Donc là, je pense que depuis le début de saison, il a senti qu'il y avait un pilote qui commençait à parler de l'équipe, dans l'équipe, à avoir un impact sur l'ensemble de l'équipe qui pouvait être plus important que le sien, un pilote qui pouvait devenir le pilote principal de l'équipe, et que forcément ça a été un peu difficile à gérer, à avaler, qu'il y a eu du technique, il y a sans doute eu du mental, donc il y avait vraiment beaucoup d'aspects à gérer. C'est sûr que
être capable de sortir de cette période-là pour aller s'imposer, même s'il y a quelques circonstances favorables, c'est assez fort. Est-ce que cette concurrence et donc cette supériorité quand même de Lewis Hamilton sur Charles Leclerc actuellement, elle a pu détériorer leur relation? Parce qu'on voit que chez Mercedes, la concurrence n'est pas toujours facile à gérer. Ça aurait été le cas si Hamilton était vraiment favorisé. Et Leclerc est suffisamment proche de Frédéric Vasseur et a suffisamment quand même de crédit dans l'équipe pour ne pas être considéré comme le second définitif de la saison. Il a gardé le soutien de l'équipe pendant toute cette période. Donc si ça avait duré, ça aurait pu commencer à lui peser. Bon, pour l'instant, en admettant qu'il s'est vraiment relancé, ça devrait aller. Non, je pense pas qu'il y ait ce risque-là, parce que c'est vrai que ce genre de tension arrive généralement quand la voiture est bien au-dessus des autres, que les pilotes se retrouvent à se battre qu'avec leurs coéquipiers, ce qui était le cas de Mercedes sur le début de saison, et c'est pour ça que ça s'est bien tendu. Donc il y a ça. La Ferrari à l'heure actuelle n'est pas largement la meilleure voiture du plateau. Peut-être qu'elle le deviendra à un moment dans la saison, mais c'est pas une certitude. Et puis il y a encore 39 points d'écart au championnat du monde, donc Lewis Hamilton reste à ce stade largement la meilleure chance de Ferrari d'être champion du monde, d'accrocher un titre de champion du monde pilote. Donc je pense que tant que cet écart-là n'est pas resserré et que la Ferrari n'est pas au-dessus du lot, je pense que ça travaillera en bonne intelligence. Après, c'est toujours pareil, quand on se retrouve à deux pilotes avec s'il y en a un d'un côté qui peut gagner le 8e titre et l'autre son premier, et que Mercedes, pour une raison ou pour une autre, est sorti de la photo, forcément, ce sera hyper tendu. Tu parlais de Mercedes. Est-ce que ce Grand Prix, c'est la preuve que les Ferrari sont de retour au premier plan et qu'on va assister à un duel Ferrari-Mercedes pour le reste de la saison? Aujourd'hui, Ferrari a 78 points de retard sur Mercedes au classement constructeur. Et au classement des pilotes, Hamilton, qui est 3e, a seulement 7 points de retard sur Russell. Il peut y avoir match, mais il faut avoir à l'esprit que Mercedes s'est beaucoup sabordé ces derniers temps. Donc le potentiel de Mercedes semble bien supérieur. Antonelli était parti pour gagner, en tout cas pour revenir sur Leclerc en fin de course et peut-être même pour le dépasser. Donc les meilleures cartes sont chez Mercedes, mais on voit que la Ferrari quand même évolue. Elle a des évolutions régulières. Elle en a eu 2 très importantes depuis le début de la saison à Miami et Barcelone. Et ça l'a fait progresser. Donc on va voir à ce que ça donne. Après, moi, je vais faire le méchant un peu. Je vais dire, est-ce que c'est des victoires de Ferrari ou est-ce que c'est des défaites de George Russell, parce que normalement, il a la voiture la plus rapide, et les 2 fois où son coéquipier, leader du championnat, abandonne, il n'est pas capable d'en profiter. Alors, entre-temps, il a eu ce joli rebond en Autriche, qui était vraiment nécessaire pour lui pour se relancer. Mais est-ce que un Russell avec un niveau un peu plus proche de Kimi Antonelli n'aurait pas gagné ces 2 courses et fait le grand chelem pour l'instant pour Mercedes? Je pense que ce serait possible, et que Russell aussi a eu des moments difficiles. Après, c'est bien cette période, on est en plein été, et puis on est en milieu de saison, alors qu'on pourrait un peu ronronner. Tous les pilotes qui ont besoin d'un petit coup de pouce au moral ont leur petite victoire. Il y a eu Lewis Hamilton qui n'avait pas gagné depuis 2 ans, Charles Leclerc qui n'avait pas gagné depuis 2 ans, et puis George Russell qui n'avait pas gagné depuis la première course de la saison. Donc je ne sais pas quel sera le prochain. On a Max Verstappen qui aurait besoin peut-être d'un petit remontant. Donc il y a à manger un peu pour tout le monde, et de quoi se relancer et arriver vers la pause de l'été avec un peu quelques espoirs et du positif. C'est ça qui est intéressant pour Ferrari. Ils ne sont pas les meilleurs, mais ils arrivent quand même à rester dans le match. Comment vous envisagez le prochain Grand Prix, du coup, avant la pause de l'été? C'est toujours difficile de se projeter d'un Grand Prix à l'autre. On va appeler Ferrari, savoir s'ils pensent avoir 7 ou 8 dixièmes de retard autour. Bon, les autres sont en danger. Ce qu'on sait, c'est que c'est un circuit circuit préféré de Max Verstappen dans le calendrier de F1. Je pense qu'à part la Nordschleife au Nürburgring, il n'y a pas de circuit qui lui plaît plus que ça. Il sera revanchard. Red Bull, ça parle de pas mal de tensions, donc il y aura sans doute toute une écurie qui aura envie de faire quelque chose de bien. Après, il y a ces questions de déploiement qui posent question, qui interrogent. Le circuit a aussi plutôt bien réussi à Mercedes récemment, donc je sais pas. C'est pas forcément un circuit très fort de Ferrari ces dernières années, mais avec la nouvelle réglementation, c'est difficile de se projeter. Même McLaren pourrait avoir un petit regain. Donc tout est très indécis.
Pour finir, Charles Leclerc vit actuellement sa 9e saison de F1. Son meilleur résultat, c'est 2e en 2022, mais très loin derrière Max Verstappen. Selon vous, est-ce que Charles Leclerc sera un jour champion du monde ? Son surnom, c'est Il Predestinato, donc il va y arriver, c'est écrit. Mais non, mais plus sérieusement, j'exclus pas qu'il devienne champion du monde. Alors cette année, ça sera quand même difficile. Il y en a 3 devant lui qui sont mieux partis et il faudrait qu'il remonte vraiment beaucoup de points. Pour plus tard, allez, on peut voir des ouvertures parce qu'Hamilton ne sera pas éternel. Verstappen, on ne sait pas s'il fera encore très long. S'il a encore envie de faire de la Formule F1. 1. Et il aura un gros problème si on prend les pilotes un par un. Sur potentiel, ça sera Kimi Antonelli qui a fait des débuts tellement fabuleux à 19 ans qu'il a l'air d'être là en Formule 1 pour longtemps. Si on remet en perspective Leclerc, il fait partie de la génération intermédiaire, donc ni celle d'Antonelli ni celle d'Hamilton. Celle de Carlos Sainz par exemple qui a perdu un petit peu de temps et donc ça va commencer à être l'heure pour lui de gagner. Malgré tout, ça reste un pilote super rapide en qualification et il fait vraiment partie des tout meilleurs, donc il a les qualités. Allez, moi si on doit dire oui ou non, comme t'es le méchant, je te laisse dire non, moi je dis oui. Bon, alors je vais être obligé de dire non, de rappeler qu'il n'y a pas tant de victoires que ça, que malheureusement... Après, c'est toujours pareil, c'est des circonstances. Il a eu longtemps une voiture qui était très performante sur un tour, donc il signait des pôles et on se disait qu'il était au niveau. Et puis en course, il prenait une claque par les Red Bull qui étaient injouables dès qu'il fallait faire des longs relais. Donc c'est un peu ses stats sont le produit pas uniquement de lui-même, évidemment. On est en sport mécanique, donc c'est très difficile de le juger. Mais il est de exactement la même génération que Max Verstappen et pour le moment il y a 4-0 et ça sera difficile cette année, voire impossible quand même. 39 points de retard sur son propre coéquipier et 66 je crois sur le leader, ça fait quand même beaucoup. Sur les années après, non, moi je vais être le méchant, j'aurais tendance à dire non. Tu parlais de Max Verstappen, donc, qui a été titré de 2021 à 2024 et qui est de la même année que Charles Leclerc. Puis il y a Lando Norris qui a pris le relais, qui est plus jeune que lui, qui a 26 ans. Maintenant, c'est Kimi Antonelli et George Russell qui sont dans l'équation. Est-ce que ça lui met une pression particulière de voir que des pilotes qui sont plus jeunes que lui sont désormais devant lui dans la hiérarchie ? C'est comme dans un groupe de potes où on voit, on est célibataire, on voit ceux qui se marient et qui ont les enfants, et puis on va aux soirées, puis on est toujours célibataire, donc on a de plus en plus la pression. Il y a peut-être un peu de ça. Bon, lui il s'est marié cette année, donc ça, de ce côté-là c'est bon. Oui, j'imagine forcément. Et puis on voit les années qui passent, on sait que des occasions, il n'y en a pas 50, on peut en avoir 7, 8 ou 10 si on est un Lewis Hamilton et qu'on est dans une écurie qui garde un avantage sur quasiment une décennie, ce qui est un peu plus rare parce qu'on essaye quand même maintenant aujourd'hui d'éviter ça. Donc forcément ça met la pression, ça fait se poser des questions. Après la F1 c'est une lessiveuse avec 22 ou 24 courses sur une année. Si on commence à penser big picture comme on dit en anglais, on n'a plus assez de temps pour penser à tous les détails qu'il a réglés sur le pilotage, les réglages fins, etc. Il y a tellement de choses à faire au quotidien que je ne sais pas si au final ces grosses ces éléments un peu de quand on parle d'héritage, de legacy aussi, ont vraiment le temps de peser sur les gens autant que nous on passe de temps à l'évoquer. Merci David et Maxime d'avoir participé à ce podcast et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Undercut. Et puis en attendant, vous pouvez écouter nos autres podcasts. En ce moment, on parle notamment de la Coupe du Monde de foot et du Tour de France, évidemment. Ce sont 2 podcasts quotidiens, l'équipe du Mondial et l'équipe du Tour, à retrouver comme d'habitude sur notre site et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt, salut.